Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Imaginons un instant. On a deux séries de données qu'on veut absolument comparer sur le même graphique. Le hic, elles n'ont, mais alors rien à voir en termes de taille. Comment on fait pour que ça ait un sens, pour que ça nous raconte une histoire? Eh bien, si on plaque ça tel quel sur un graphique, c'est la catastrophe. La première courbe, celle qui va de 0 à 50, elle est, complètement écrasée tout en bas. Elle ressemble à une ligne plate, sans vie. Pendant ce temps, l'autre, celle qui monte jusqu'à 1 million, elle s'envole et prend toute la place. Le résultat, franchement, c'est illisible. Le graphique est quasi inutile. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. L'une est écrasée au sol, l'autre domine tout l'écran. C'est puissant comme image, non? Le souci, c'est que le graphique raconte bel et bien une histoire, mais c'est la mauvaise histoire. On a l'impression qu'une des séries est totalement insignifiante, alors que, qui sait, peut-être qu'elle cache des informations super importantes. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Parce que les données, elles, sont parfaitement correctes. Les chiffres sont justes. Le problème, il ne vient pas des nombres eux-mêmes. Non, il est ailleurs. Le vrai coupable dans cette histoire, c'est ce qu'on appelle tout simplement le problème de l'échelle. Quand on jette des données brutes les unes contre les autres, sans aucune préparation, on prend le risque de créer une image qui fausse complètement la réalité. Pour faire simple, c'est la série avec les plus grandes valeurs qui impose sa loi. C'est elle qui dicte l'échelle de tout l'axe vertical. Résultat, notre pauvre petite série A, qui contient peut-être des pépites d'information, des pics super intéressants, des creux révélateurs, des tendances subtiles, elle se retrouve complètement aplatie, invisible. Le graphique ne ment pas techniquement, mais il omet une partie cruciale de la vérité. Il enterre l'histoire de la série A. Alors, comment on fait pour redonner sa voix à cette série qui a été réduite au silence? Heureusement, il existe une solution, et elle est aussi élégante que puissante. Ça s'appelle la normalisation. L'idée, c'est tout simple. On va remettre tout le monde sur un pied d'égalité. En gros, la normalisation, c'est le processus qui consiste à prendre des valeurs mesurées sur des échelles totalement différentes et à les ramener à une échelle commune. Le plus souvent, c'est une échelle qui va de 0 à 1. L'objectif, il change radicalement. On ne cherche plus à savoir qui est le plus grand, mais à comparer comment les choses évoluent. Et il y a une méthode super simple pour faire ça, vraiment. On commence par trouver la valeur la plus élevée dans notre série de données. C'est notre maximum. Ensuite, deuxième étape, on prend chaque valeur de la série et on la divise par ce fameux maximum. Et c'est tout. D'un coup, toutes nos valeurs se retrouvent coincées entre 0 et 1. C'est presque magique. Pour que ce soit bien clair, prenons notre fameuse série A. Son maximum, c'était 50, ok? Alors, une valeur de 10, on la divise par 50, ça nous donne 0,2. Une valeur de 25, c'est-à-dire la moitié du maximum, devient 0,5, logique. Et le maximum, 50, divisé par lui-même, ça donne 1. On fait exactement la même chose pour la série B, avec son propre maximum. Et voilà, nos deux séries cohabitent maintenant dans le même monde entre 0 et 1. Et c'est ça, le point absolument crucial. On arrête de comparer la taille absolue, la force brute. On commence à comparer le comportement relatif. La question n'est plus qui est le plus gros, mais plutôt est-ce que leurs évolutions se ressemblent? Est-ce qu'elles montent et descendent en même temps? On passe de la taille à la dynamique. Bon, maintenant qu'on a chaussé les bonnes lunettes, si on peut dire, qu'est-ce qu'on voit de neuf? Quelle est cette fameuse histoire que les données brutes nous cachaient si bien? Et là, soudain, tout devient plus clair. On peut enfin voir si les deux courbes ont des tendances communes, si elles montent et descendent en tandem. On peut repérer des décalages dans le temps, voir si l'une réagit avant l'autre. On peut voir si les pics relatifs coïncident. La normalisation, en fait, ne perd pas d'information. Elle la remet juste dans le bon contexte, sous le bon éclairage. Et attention, il ne faut surtout pas croire que c'est une astuce obscure pour statisticiens. Non, pas du tout. Une fois qu'on a compris le principe, on se rend compte que cette technique est en fait partout autour de nous. Pensez-y, on l'utilise pour comparer les notes d'élèves qui viennent de systèmes notés sur 10, sur 20 ou sur 100, pour analyser la croissance démographique de pays de tailles radicalement différentes. C'est aussi crucial en ingénierie du son pour traiter les signaux, et bien sûr, c'est une brique de base pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Le but est toujours le même, permettre une comparaison qui soit juste et qui ait du sens. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? S'il y avait une seule grande idée à emporter, ce serait ça. Les données brutes peuvent masquer l'histoire, voire nous induire en erreur. Les données normalisées, elles, la révèlent. Normaliser, ce n'est absolument pas tricher avec les chiffres, c'est tout le contraire. C'est leur donner les moyens de raconter l'histoire la plus juste possible. Et ça laisse à réfléchir. On peut se demander combien d'autres histoires sont là, cachées dans des flots de données, attendant simplement qu'on trouve la bonne échelle, la bonne perspective, pour enfin être vues et comprises.